Jean-Pierre Raffarin est avec nous pour ce premier preuve par 3 de l'entre-deux tours des élections municipales. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Brossiard. Merci d'être ici avec nous. Demain, nous recevrons le ministre chargé des relations avec le Parlement, Alain Vidalis. Et donc pour ce rendez-vous, Public Sénat, Agence France Presse, Dailymotion et avec mes consoeurs Nadège Puljac de l'AFP et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat. Vous êtes bien entouré. Nous sommes bien entourés. Quelle chance nous avons, Jean-Pierre Raffarin. Comme Premier ministre, vous avez connu les revers des élections intermédiaires, comme l'on dit pour vous, les régionales de 2004. Donc on a très envie de connaître ce que vous prônez aujourd'hui, même si le PS espère bien sûr toujours dimanche atténuer pour le moins la gifle électorale subie lors du premier tour. Comme responsable de l'opposition, vous prévenez ceux de vos amis qui voient l'UMP renaître. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas qu'ils nous veulent, c'est qu'ils ne veulent plus la gauche, avez-vous déclaré. Vous avez l'occasion dans très bien informé. Ah, absolument, vous l'avez dit dans l'enceinte du bureau politique de l'UMP, vous y reviendrez dans un instant. Alors, on va parler d'abord de l'issue qui peut s'offrir, selon vous, à François Hollande. Que peut-il ou que doit-il faire, selon vous, alors qu'on annonce sa prise de parole à l'issue du second tour? Et il faut qu'il parle et qu'il parle vite parce qu'au fond, les Français sont dans une situation de grande inquiétude. Notre situation économique et sociale est d'une extrême gravité et ces élections expriment la déception, le désenchantement. Et ils demandent un changement politique et le président doit annoncer ce changement de ligne politique. Et les Français demandent à ce qu'on s'occupe du chômage, à ce qu'on s'occupe des impôts pour les baisser, à ce qu'on s'occupe de la délinquance pour la limiter. Et au total, on voit que le gouvernement a l'air intéressé par d'autres affaires, d'autres sujets que les sujets essentiels des Français. Donc le président va devoir parler, va devoir rassurer. Parce que s'il ne mesure pas que les Français attendent une nouvelle orientation, ça ne fera que s'aggraver. Alors la nouvelle orientation, apparemment, tout est déjà bien tracé, Jean-Pierre Raffarin. On a l'impression que l'agenda est fixé pour l'après-municipal. Il y a le pacte de responsabilité et puis le rendez-vous avec les 50 milliards d'économies exigés par Bruxelles. En fait, on ne peut pas dévier de cela. On nous en parle depuis des mois. Passage à l'acte. Le problème aujourd'hui avec ce gouvernement, c'est qu'on manque d'action. Le 14 janvier, dans sa conférence de presse, le président de la République a dit des choses plutôt raisonnables. Il y a une politique de l'offre, une politique de l'entreprise. Vous approuvez la philosophie d'ailleurs. Mais oui, mais 3 mois après, un rien, zéro, double zéro. Et donc, comment voulez-vous que les Français puissent être satisfaits de cette situation, de quelqu'un qui à un moment dit pendant 2 ans, j'ai pas fait une très bonne politique, je la change, et puis rien ne se passe. Déception, et puis dimanche soir, un Premier ministre qui était malentendant. Et on voit visiblement, il n'écoutait pas les Français. On a un gouvernement mal gouvernant, malentendant, qui au fond n'écoute pas. Et donc les Français vont se dire, dimanche prochain, on remet la couche. Attendez, qu'est-ce que vous auriez voulu qu'il dise, Jean Barcao? Qu'il se fasse un harakiri dès le soir du premier tour? Qu'il dise au moins qu'il a entendu le message du ras-le-bol des Françaises et des Français sur le fait que personne n'a l'air de s'intéresser au problème numéro 1, qu'est le chômage. Il a évoqué les impatiences, il aurait dû parler des colères. Mais je pense qu'il aurait dû être plus branché. Vous savez ce que j'en dis, moi, c'est à lui de choisir. Parce que s'il est sanctionné dimanche prochain, ma foi, ce sera son problème, ce n'est pas le nôtre. Nous, dans l'opposition, on constate les choses, c'est qu'aujourd'hui, il y a dans le pays une grande volonté que les socialistes arrêtent leur politique et changent de cap. Alors, est-ce qu'il faut donc d'abord changer de Premier ministre? Ça regarde le président. Il faut une nouvelle politique. Et donc, c'est au président de choisir. Nouvelle politique, nouvelle personnalité pour l'incarner. D'une manière générale. Mais ça, c'est une responsabilité présidentielle. C'est pas à l'opposition de décider cela. Donc, nous disons nouveau cap. Et probablement qu'il faut un nouveau Premier ministre pour incarner ce nouveau cap. Probablement. Mais ça, c'est la responsabilité. Oui, mais vous avez l'expérience. Je le disais, à Matignon, Jean-Pierre Raffarin. L'une des possibilités toujours offertes au chef de l'État, dans toutes les circonstances similaires, c'est d'user. User le Premier ministre jusqu'au bout. C'est une opportunité encore valable pour vous, selon vous, aujourd'hui? Mais je pense que par rapport aux situations que j'ai pu connaître, nous sommes aujourd'hui dans une situation de plus grande gravité. Aujourd'hui, il y a une forme de désespérance dans le pays.
On a des problèmes sociaux qui sont majeurs. On a une immigration mal maîtrisée avec des problèmes dans un grand nombre de quartiers aujourd'hui qui inquiètent les Français. On a une situation d'impôt qui a écrasé la classe moyenne et on a une situation de chômage qui n'est toujours pas inversée. Ça fait 2 ans que le président de la République s'est engagé sur cette inversion de la courbe du chômage et rien ne bouge. Donc les Français sont déçus, demandent une nouvelle politique. Sans doute qu'il faudra incarner cette nouvelle politique. C'est au président de la République de le dire. Mais s'ils ne mesurent pas, s'ils n'entendent pas que la colère gronde et que la colère peut un jour se transformer en révolte si on ne la comprend pas, je pense que vraiment, il y a une situation dans ce gouvernement qui est une situation de malentendant. Apparemment, le chef de l'État l'a entendu, puisqu'il a abrégé sa présence à La Haye, au sommet international des grandes puissances. Il faut quand même autre chose qu'un changement de programme. Hein. Il va falloir quand même, il faut du concret. Il est rentré à Paris pour y réfléchir. A priori, il consacrait quelques heures pleines. Oui, mais que pensez-vous de cette façon de quitter La Haye en plein sommet international? Je pense que tout ceci révèle une certaine, à mon avis, une certaine fièvre, une certaine inquiétude dans la République aujourd'hui. Je vois qu'un certain nombre de ministres sont très nerveux, donc il y a de la nervosité dans l'air. Je pense qu'il faut être serein, calme et responsable. Ce que veulent les Français, c'est une autre politique, qu'ils ne veulent pas qu'on abandonne les problèmes économiques et sociaux pour se diviser les Français sur les problèmes sociétaux. Ils ne veulent pas qu'on ressorte comme programme l'anti-Sarkozy. Ça fait 2 ans que l'affaire du cas de Nicolas Sarkozy a été réglée par les Français par une élection. Qu'on refasse aujourd'hui de l'anti-sarkozysme comme un thème de campagne, les Français ne souhaitent pas ce genre de choses. Ils veulent qu'on leur parle emploi, sécurité et sur les sujets importants. Et quel est, selon vous, le meilleur profil aujourd'hui pour incarner une nouvelle politique? À Matignon, on a beaucoup évoqué Manuel Valls, Claude Barthelone, candidat quasiment déclaré. On évoque également le retour de Laurent Fabius. Écoutez, franchement, ce n'est pas à l'opposition de faire le casting. Vous avez un commentaire peut-être sur ces noms? Moi, je pense qu'il est clair que ce gouvernement manque d'expérience. Donc plus on prendra quelqu'un d'expérimenté, plus le président aura des sécurités. Donc ça, c'est le point important. Le président a besoin de sécurité. J'imagine que le président de la République aujourd'hui se sent dans une sorte de climat d'insécurité vis-à-vis de son gouvernement. Et donc il a besoin d'expérience, de solidité, sans doute moins de ministres, sans doute plus de cohérence et sans doute une incarnation d'un discours de politique générale nouveau qui met l'emploi au cœur des stratégies, c'est-à-dire une politique qui parle aux entreprises, qui remet de la confiance dans l'économie, parce que sans confiance, il n'y aura pas d'investissement, il n'y aura pas d'emploi. Donc aujourd'hui, ce que doit faire un nouveau gouvernement, c'est créer la relation de confiance avec les entreprises. Qu'on arrête de désigner les entreprises comme des adversaires, que la finance c'est l'ennemi, et que un certain nombre de discours qui ont été tenus contre l'économie, tout ceci est assez désespérant. Il faut redonner confiance à nos acteurs économiques. C'est ça l'enjeu. Alors, mais le gage de l'expérience aujourd'hui, apparemment, parmi les noms que j'ai cités, ce serait Laurent Fabius. Vous seriez surpris de le voir revenir à Matignon tant d'années après? Je ne serais pas surpris. Il a la dimension, c'est quelqu'un de respecté, donc c'est quelqu'un de respectable. Donc c'est quelqu'un qui fait ses preuves aujourd'hui au Quai d'Orsay. Qui depuis sa carrière a fait un certain nombre de preuves. Donc ce ne sont pas des gens, ce type de profil, ce ne sont pas des profils ni légers, ni incompétents. Manuel Valls. Là, on n'a pas encore vu vraiment de résultats, on n'a pas encore vu vraiment une puissance à l'action. On a vu un talent de communication, on n'a pas encore vu les preuves de l'action. Donc ça, c'est au président de la République de gérer ses paris. Alors, je continue, il y a des moments où le président de la République peut faire des paris. J'ai le sentiment maintenant qu'il est plutôt un peu dos au mur et qu'il ferait mieux de ne pas faire trop de paris et de jouer la sécurité, parce que la situation du pays est extraordinairement instable. Et je vous assure que dans ces élections municipales, je n'en reviens pas. On a vu, moi j'ai chez moi un député battu, un député suppléant battu, un autre député qui gagnait d'habitude au premier tour, qui avec 20 points de retard par rapport à la dernière fois. Donc il y a un mécontentement très important, et donc y compris dans la majorité, il y a un vrai blues chez les socialistes. Alors je pense que fini les aventures maintenant de la sécurité, des gens d'expérience et de compétences pour mettre en œuvre une politique qui a été définie comme une politique de l'offre, c'est-à-dire une politique de l'investissement et de l'emploi. Vous ne vous sentez pas un peu en solidarité avec Jean-Marc Ayrault? Vous savez ce que c'est, le Premier ministre bouc émissaire. Ça y est, là, les coups commencent à pleuvoir du côté du PS. Bien sûr, non mais je pense qu'il n'a pas tous les torts, le Premier ministre. C'est une organisation qui, naturellement, concerne aussi l'étage du dessus, le président de la République, et l'étage du dessous, les ministres. Donc le Premier ministre n'est pas le seul en cause, naturellement, mais lui-même,
quand il était dans l'opposition, était suffisamment sévère pour qu'on se permette quelques libertés à son égard. Il y a des souvenirs qui vous reviennent? J'ai quelques souvenirs. Donc, tout ça, cela dit, je respecte la personne. Il est engagé à fond dans une tâche qui est extrêmement difficile. Je crois qu'il n'a pas l'équipe qu'il souhaitait avoir et qu'il n'a pas forcément les gens sur lesquels il peut s'appuyer comme il le souhaiterait. Et puis aussi, sans doute, que les orientations ont été pas suffisamment claires. Ce pacte de responsabilité, il y a tout là-dedans. Le 14 janvier, c'est plutôt bien accueilli. C'est plutôt une orientation politique. Vous avez dit qu'il faut un changement de Premier ministre, on a compris. Il faut aussi que le président se remanie lui-même, plus de décisions et moins de concertation. Je pense que quand il y a de l'indécision au sommet, on ne peut pas demander ensuite à toutes les équipes d'être au top de leur performance. Donc je pense que l'exécutif, c'est un ensemble. On voit bien qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Valéry Giscard d'Estaing avait dit ça après quelques mois de Mitterrand, le socialisme, ça ne marche pas. Eh bien, il faut que le président de la République puisse se dire que le socialisme, ça ne marche pas et donc il faut faire autre chose aujourd'hui. Est-ce que vous voyez François Hollande toujours en piste pour 2017 ? Le président de la République, dans son camp, est toujours en piste. La fonction présidentielle de la Ve République fait que c'est une fonction très forte. Moi, je ne crois pas que quelqu'un puisse être candidat contre un président sortant. Et quand on m'avait dit en 97, après la dissolution, que Jacques Chirac ne serait pas le candidat de 2002, je souriais parce que j'étais persuadé que si Jacques Chirac voulait, il serait le candidat parce que la fonction présidentielle s'impose dans la Ve République. Donc, à mon avis, il n'y a pas de place dans le camp du président contre le président. Mais donc, à mon avis, il sera candidat. Sera-t-il élu? Ça dépendra des circonstances. Mais nous sommes très loin des choses, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer des choses. Et des villes gérées par le Front National, ça vous inquiète, Jean-Pierre Raffarin? Ce qui m'inquiète un peu, c'est toute cette campagne sur cette semaine sur la place de quel Front National. Dimanche, il y a eu des élus. Savez-vous combien il y a eu d'élus du Front National? 500. 500. Combien il y a eu d'élus du MoDem? 600. Combien d'élus de l'UMP? Des milliers? 80 000. Donc on a 500 élus du Front National et on a 80 000 élus de l'UMP et on fait du Front National la question qui domine le tout. C'est la troisième force politique aujourd'hui, Jean-Pierre Raffarin. Elle sera la première aux élections européennes au mois de mai. C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. Je ne le crois pas. Et en tout cas, si elle est la troisième force, c'est en grande partie à cause du socialisme. Elle est même très souvent la deuxième force parce qu'elle est devant les socialistes. Et on l'a vu dans des élections législatives où le socialiste est éliminé par le Front National. C'est-à-dire le scénario de M. Jospin en 2002 qui n'a même pas accès au second tour. Je note quand même qu'il y a une corrélation entre les échecs du socialisme et la montée du Front National. Et donc, certes, le Front National est un sujet grave, certes, c'est important de faire en sorte qu'on limite son influence dans le pays, mais d'autre part, en faire le sujet majeur de la vie politique française, non, le sujet majeur aujourd'hui, il ne faut pas croire que les gens ont pour le Front National une attirance extraordinaire. Ce que vous disiez tout à l'heure pour l'UMP, c'est vrai pour le Front National. Les gens ont voté d'abord contre le PS. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'était en sanction. Je vous citais. Oui, c'est ça. Voilà. Mais vous avez de bonnes références. Alors, on va y revenir dans un instant. Vous avez de très bonnes références. Oui. Donc, les gens ont voté contre le PS. Quelquefois, ils votent contre le PS avec une extrême colère, ils votent Front. Ils votent contre le PS avec plus de modération, ils votent UMP. Mais au fond, ils veulent voter contre le PS. Et l'information du pays aujourd'hui, c'est qu'on a des gouvernants qui sont rejetés. Et c'est ça la gravité. On a une situation sociale grave et un gouvernement faible. C'est ça le pays. J'ai une petite question en marge du Front National. À Marseille, Jean-Claude Gaudin a créé la surprise. Il est parti manifestement pour un 4e mandat, mais il a quand même passé un accord avec une candidate guériniste qui s'appelle Lisette Narducci, dans un secteur qui était détenu par M. Guérini. Et là, justement, le Front National dit, ben voilà, voilà l'alliance contre nature. Vous dites que Jean-Claude Gaudin a fait la surprise. Ah oui. Il a fait la surprise pour des observateurs qui ne connaissent pas Jean-Claude Gaudin. Et donc, quand moi j'ai vu qu'on attaquait Jean-Claude Gaudin sur son âge, je me suis dit, ils vont réveiller le lion. C'est un lion qui sait se battre, c'est un fauve qui aime sa ville, qui a fait beaucoup de choses pour sa ville, et il s'est engagé dans cette campagne avec ardeur. Quand vous pensez qu'il y a des sondages, il y a des commentateurs politiques mais pas seulement, il y avait des commentateurs qui donnaient la ministre dans l'arrondissement de M. Gilles, côte à côte avec Gilles, et il a plus d'une dizaine de points d'avance. Et donc, on
on est dans une situation où il y a beaucoup de décalage entre l'observation et la réalité. La réalité, c'est que Gaudin est fort à Marseille, qu'il a beaucoup travaillé à Marseille, et ça se voit dans les urnes. Et il arrive à signer un accord avec une guériniste. Alors, je ne sais pas si ce que vous dites, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas entendu ça. On est dans le deuxième secteur. Bon, mais écoutez, peut-être, je ne sais pas si c'est exact. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Jean-Claude Gaudin, dans la position dans laquelle il n'a pas besoin d'accord. La preuve, c'est qu'il est largement en tête et qu'il va gagner dimanche, et qu'il va être une belle fête. Et je pense que les socialistes se sont gravement trompés en pensant cacher leur défaite locale par une victoire qui aurait été la compensation idéale, Marseille. Eh bien, ils vont échouer sur toute la ligne. Ça, ils le méritent. Alors, donc, vous avez prévenu lors du bureau politique de l'UMP au lendemain du premier tour, ne vous y trompez pas, ce n'est pas que les électeurs nous veulent, c'est qu'ils ne veulent plus de la gauche. Vous l'avez effectivement souligné il y a un instant. Alors, est l'UMP plus bénéficiaire finalement que vainqueur? Jusque-là, on en parle avec Nadège Puljak de l'AFP qui nous rejoint juste après ces éléments d'analyse avec Samia Dechir. On la disait affaiblie par les scandales, l'UMP a finalement pris sa revanche sur la vague rose de 2008. Ni l'affaire Pygmalion, ni les soupçons de trafic d'influence qui pèsent sur Nicolas Sarkozy n'ont fait fuir son électorat. Dimanche, au premier tour des municipales, la droite a récolté plus de 46% des voix. Objectif atteint pour le parti de Jean-François Copé, lui-même réélu dès le premier tour dans sa ville de Meaux. L'UMP est le premier lieu, le premier réceptacle de ce vote sanction, grâce au travail de reconstruction entrepris par notre famille politique depuis 2 ans. Une victoire grâce aussi et surtout à la colère et l'abstention des électeurs de gauche. La victoire de l'UMP me paraît très nette, même si elle se fait largement par défaut. Elle tient à la surabstention des électeurs de gauche, elle tient à l'affaiblissement prononcé, parfois spectaculaire, comme à Quimper ou à Grenoble, du Parti socialiste. Mais malgré tout, elle se traduira par la conquête de nombreuses villes. Amiens, Valence, Caen, Quimper, la gauche pourrait perdre de nombreuses municipalités. Mais à droite, on se garde de crier victoire trop vite. Il est hors de question de faire preuve du moindre triomphalisme. Il faut au contraire rester très mobilisé. Mobilisé car au second tour, on annonce plus de 200 triangulaires avec le Front National, une situation qui profite davantage à la gauche. La vraie inconnue est plutôt le comportement des électeurs du Front National. Certains ont voté au premier tour pour s'opposer au maximum à la gauche au pouvoir. Est-ce que parmi ceux-ci, certains se diront finalement qu'en maintenant leur vote, ils favorisent les victoires locales de la gauche et donc reviennent à l'UMP? C'est possible, ce n'est pas du tout certain. Pour transformer sa victoire en vague bleue, l'UMP dépend donc largement des voix du Front National, l'autre grand vainqueur de ce premier tour. Voilà, Nadège Puljak est avec nous, donc Monsieur Raffarin, vous connaissez notre consoeur de l'AFP bien sûr. Bonjour, vos questions, Nadège. Depuis un certain temps, elle vieillit beaucoup moins vite que moi, mais... Je vous remercie beaucoup, Monsieur Raffarin. Je vais tâcher d'être à la hauteur. Écoutez, on a entendu tout à l'heure Monsieur Copé qui disait l'UMP a été le réceptacle des votes. Mais vous avez dit aussi, comme le rappelait Michel tout à l'heure, attention, c'est le PS qui a perdu. Autrement dit, c'est pas nous qui avons gagné. Qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement? Je pense qu'il ne faut pas de triomphalisme. Il ne faut pas se tromper sur l'état d'opinion. Oui, c'est ce que disait d'ailleurs Monsieur Copé. Voilà, on est d'accord, ça a été la conclusion de notre bureau politique. On dit très clairement que nous avons engagé un travail de reconstruction, nous avons construit ce réceptacle du mécontentement, mais de là à ce qu'on nous confie les responsabilités du pays, le travail n'est pas achevé. Et donc sur notre projet, sur notre union, sur l'ensemble de notre organisation, nous avons encore du travail à faire. Et donc je ne voulais pas simplement que, parce que ces résultats sont très importants, ils sont plus importants qu'on ne s'y attendait nous-mêmes. On a vu des dizaines et des dizaines de chefs-lieux de canton basculer. Et donc, dans la France très profonde, le résultat est encore plus impressionnant que vu de Paris. La France d'en bas. Mais dans la France d'en bas, vraiment, il y a une vague. Le désamour des Français pour les importante. socialistes est plus important que ce que vous imaginiez. Voilà, exactement. Et donc, dans ce contexte-là, je ne voudrais pas que l'UMP considère que c'est son seul mérite et que maintenant, ça y est... Vous êtes quand même un petit peu sévère avec vos camarades de l'UMP. Non, mais je pense... Vos amis, je ne sais pas si vous dites vos camarades. Je pense que dans le jugement des Français, il y a un certain nombre de choses qui nous concernent et que nous ne sommes pas innocents de la situation dans laquelle est le pays complètement. Il est clair que les socialistes sont particulièrement maladroits et ont pris des mauvaises orientations, mais je pense que nous aussi, nous devons améliorer notre gouvernance pour l'avenir et donc on doit continuer à travailler
continuer à préparer notre projet pour l'alternance, répondre aux préoccupations des Français, nous opposer certes, mais aussi proposer. Et donc dans ce travail-là, je ne voudrais pas qu'on se satisfasse de cette victoire en disant maintenant c'est pour nous. Parce que ça veut dire qu'on peut gagner, mais peut-on gouverner? Mais votre parti a dit justement qu'il avait l'immense responsabilité d'incarner une espérance. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Oui, je pense qu'on est capable aujourd'hui d'incarner l'espérance, mais la grande question, c'est le passage à l'action aujourd'hui face aux difficultés économiques et sociales, et donc c'est du gouvernement que le pays attend les réponses. Et donc il ne faut pas que l'opposition se mette dans la Ve République au niveau de l'exécutif. Nous serons face à l'exécutif dans la dernière phase de l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, pour les Français, c'est on est pour, on est contre l'exécutif. On est pour, on est contre le gouvernement. Et ce qu'ils ont répondu dimanche, c'est on est contre le gouvernement. Ils n'ont pas dit vive l'UMP, ils ont dit on est contre le gouvernement. Donc être contre le gouvernement, ça veut dire que des choses sont positives de notre point de vue dans l'orientation politique qu'on doit mener, mais on a encore beaucoup de travail. Donc, vous ne feriez pas mieux d'ailleurs, disent les sondés, là ce ne sont pas les électeurs, mais les sondages montrent ça. Hein, je pense qu'on ferait quand même beaucoup mieux et qu'on a fait beaucoup mieux. Ça dépend des sondages, hein, parce que l'autre jour on demandait justement dans un sondage si Nicolas Sarkozy ferait mieux que M. Hollande. 55% des Français ont dit oui. Ouais. Je pense qu'on ferait beaucoup mieux, parce que je pense que la politique, par exemple, le fait qu'ils aient supprimé la TVA anti-délocalisation, le fait qu'ils aient supprimé le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, le fait qu'ils aient remis en cause la défiscalisation des heures supplémentaires, tout ceci pénalise l'emploi. Donc je pense qu'on aurait fait et qu'on ferait beaucoup mieux. Néanmoins, il faut bien écouter l'opinion publique, et l'opinion publique nous dit on vous fait confiance aujourd'hui pour vous opposer aux socialistes, mais on ne vous fait pas encore confiance forcément pour gouverner le pays. Donc on a encore du travail à faire. Et vous ne voulez pas en 2017 gagner par défaut, si j'ose dire? Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut essayer de gagner pour être capable de gouverner. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec ce qu'a proposé Copé et l'UMP en général, c'est-à-dire de faire des ordonnances. Ce qui n'est pas fait dans la première année n'est pas fait après. Donc il faut qu'on prépare maintenant nos propositions, les faire connaître aux Français et leur dire clairement ce que nous ferons dans les 6 mois qui viennent. Et ce que nous voulons changer, c'est comme ça qu'on va gagner en crédibilité. Donc la situation est d'une extrême gravité. Je suis heureux de voir que dans ma famille politique, on n'a pas triomphé, même si évidemment on a été heureux de voir un grand nombre de villes basculer. Et Monsieur Raffarin, il y a quand même des gens dans votre famille politique qui disent des choses curieuses. Par exemple, hier, Guillaume Pelletier a dit que le FN et le PS se valaient. Vous êtes d'accord avec ça? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Bussereau, vous avez vu, a fait un tweet pour dire « mais qu'il se taise ». Est-ce que vous aussi, vous lui demandez de se taire? Non, parce que je pense que dans un parti politique libre comme le nôtre, il faut que chacun puisse s'exprimer. Et donc, je pense qu'on n'est pas d'accord sur le sujet. Moi, je ne mets pas le FN et le PS sur le même plan. Mais je ne mets pas non plus l'élection présidentielle et l'élection locale sur le même plan. Et donc, il faut un peu de nuance. Là, ce qui est évident, c'est que le PS, par ses échecs, développe le Front National. Donc nous, si on fait ce que le Front National appelle l'UMPS, c'est-à-dire si on donne le sentiment qu'on a avec le PS des sympathies, naturellement, on développe le Front National. Donc ce Front républicain, c'est une machine à produire du Front National. Donc on ne peut pas adhérer à cette logique-là. Par exemple, hier, M. Léotard, qui est sorti de son long silence, hein, il a dit, François Léotard, hein, oui, de Fréjus, justement. Alors il a dit justement qu'il fallait, au contraire, un Front républicain et que le ni PS, ni Front National prôné par l'UMP, par M. Copé, par vous-même, ben, c'était pas la bonne politique. Pour empêcher un maire FN d'arriver à Fréjus, il fallait faire ce Front républicain. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je respecte beaucoup François Léotard. François Léotard a défendu cette thèse depuis le début. Moi, je pense que sur des élections municipales, il faut une attitude avec un discernement plus grand. Je pense qu'il faut être attentif naturellement au comportement des gens, à leurs déclarations et leurs attitudes, mais sur le fond des choses, toute complicité avec le PS de la part de l'UMP conduit au développement du Front National. Et moi, je veux lutter contre le développement du Front National. Le Front National est un adversaire, il veut prendre notre place. Donc on ne peut pas être avec lui en situation de tendresse. On est évidemment en situation d'opposition radicale avec le Front National, mais on n'est pas là pour l'aider à se développer. Le Parti socialiste, vous voulez dire, vous êtes en opposition avec... Non, je veux dire, on est en opposition avec le Front National. Oui, bien sûr, on a vraiment avec le Front National une adversité qui est une adversité... Quand vous avez la possibilité de l'empêcher d'accéder à une mairie,
Vous n'optez pas pour ce choix en vous retirant en troisième position? On a décidé de ne pas le faire parce que... Forbach, Avignon... On a décidé de ne pas le faire parce que tout ce qui affiche une complicité avec le PS favorise le Front National. Aujourd'hui, la question des Français, contrairement à ce que j'entends partout aujourd'hui, la question des Français, c'est pas le Front National. La question des Français, c'est est-ce que le gouvernement est capable de régler les problèmes de la France? Et donc très souvent, on vote ici UMP, là-bas Front National, parce qu'on veut d'abord dire non au Parti Socialiste. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que le Parti Socialiste est capable de changer de politique? Et donc on fait du Front National un phénomène exceptionnel. Je regrette d'ailleurs qu'à l'étranger, c'est ce qui apparaît aujourd'hui. Je vous rappelle, 500 élus Front National, 80 000 élus UMP. Donc gardons les proportions. Ce qui compte 80 000 élus UMP et 53 000 élus socialistes d'ailleurs. Oui, 53 000 élus socialistes. Donc ce sont des chiffres très importants. Et il est évident aujourd'hui que la question qui est posée à la France, c'est la question de son redressement économique. Ce n'est pas d'autres questions. Et tous les autres problèmes sont la conséquence de notre situation d'économie extrêmement fragile. Donc le Front National, c'est un adversaire, pas d'alliance, mais non plus pas d'alliance avec le Parti Socialiste qui est responsable de cette situation. Bon. Certains dans votre parti voulaient faire le procès de M. Copé à propos des dépenses de campagne de 2012 et même ils rêvaient d'obtenir sa tête. Je crois qu'on peut dire des choses comme cela. Et si le succès de l'UMP se confirme dimanche, tout ça tombe à l'eau. Il n'est pas question de faire son procès, il n'est pas question de se mettre autour d'une table pour lui demander des comptes. L'UMP, pas plus que la presse, pas plus que les observateurs, ne sont des juges et des magistrats. L'affaire est devant la justice, elle est posée dans la justice, que la justice fasse son travail, et d'ici là, on n'a pas à transformer les hommes politiques en magistrats. Donc la question sera posée de savoir si nos dirigeants, dans leur ensemble, sont à la hauteur de leur tâche. Si on gagne les élections, la réponse est plutôt oui. Donc nous verrons un peu comment les choses se présentent, mais en tout cas, ce n'est pas à nous de faire le travail des magistrats. La justice est saisie, qu'elle puisse faire son travail normalement. Alors Nicolas Sarkozy a publié une lettre retentissante vendredi dernier dans le Figaro. Vous en avez pensé quoi de cette lettre? Très franchement, au départ, j'étais un peu surpris parce que je l'ai trouvée naturellement prenante et je l'ai vue comme quelque chose qui était profond de sa part. Et j'ai vu qu'à 2 jours du scrutin, c'était quelque chose qui m'a surpris. Je note que les électeurs de droite qui l'ont lu ont trouvé cette lettre une lettre éclatante de vérité. Ils ont trouvé cette lettre positive. Et donc, d'évidence, c'est une lettre qui a participé à la mobilisation de l'électorat. Oui, donc vous êtes d'accord avec Brice Hortefeux, qui dit que ça avait aidé à la mobilisation, justement. Je pense que les attaques dont était victime Nicolas Sarkozy avaient créé une inquiétude. Et les sympathisants de Nicolas Sarkozy, qui ne sont pas toute l'opposition, mais qui sont une partie de l'opposition, sont inquiets quand ils ne voient pas Nicolas Sarkozy être combatif. Retrouver le Sarkozy combatif, ça les a rassurés. Et donc je pense que c'est un élément important. Mais le fond de l'affaire, c'est les socialistes qui en ont pâti. Parce que quand on voit que les socialistes ressortent l'anti-sarkozysme, alors que ça fait 2 ans qu'ils l'ont battu, qu'ils devraient être passés à autre chose, qu'ils devraient nous parler d'emploi, qu'ils nous devraient parler de stratégie, et qui ressortent Sarkozy parce qu'ils n'ont pas d'autre discours que l'anti-sarkozysme, le total de tout ça, sanction contre le PS. Est-ce que l'UMP devra ressortir Nicolas Sarkozy? Est-ce que pour vous, c'est le seul rempart face à Marine Le Pen à la prochaine présidentielle? Il est beaucoup trop tôt pour le dire. Il est beaucoup trop tôt pour le dire. Nous avons plusieurs personnalités qui ont la dimension pour assumer les responsabilités d'État majeures. Vous pensez à Alain Juppé, peut-être? Je pense à Alain, de l'Express. Je pense à Alain Juppé, je pense naturellement à François Fillon, je pense à Nicolas Sarkozy et à beaucoup d'autres. Et donc tout cela, le moment venu, on a un dispositif de primaire, nous verrons comment les choses se présentent. Donc nous choisirons le moment venu. Mais il est évident que la place de Nicolas Sarkozy est singulière, puisque lui a déjà fait la preuve qu'il était capable de gouverner, donc il a déjà montré sa propre capacité et d'une certaine manière la légitimité de son ambition, si ambition il y a. Donc nous verrons le moment venu. Oui, hein. Si, semble-t-il, oui. J'ai aussi cette intuition-là. Bon, mais nous verrons bien. Alain Juppé aussi, peut-être, semble-t-il, après sa victoire incroyable à Bordeaux. Vous avez célébré l'expérience côté gauche tout à l'heure pour le remplacement de Jean-Marc Ayrault. On verra. Là, Alain Juppé, il est porté vers 2017 après sa victoire à Bordeaux. Je pense que l'inexpérience et parfois l'incompétence que l'on trouve dans les sphères du pouvoir aujourd'hui, en effet,
appelle expérience et compétence, puisqu'ils sont deux atouts. Mais ça peut être Fillon, ça peut même être d'autres. Et donc ça dépendra le moment venu, comment les choses se présentent. Nous verrons ça le moment venu. On va parler de votre ambition personnelle à vous dans un instant, Jean-Pierre Raffarin. Elle n'est pas en question, mon ambition, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la présidentielle, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas se réjouir trop tôt, il faut se dire que c'est une élection très satisfaisante. Et il faut encourager les Français à repasser une deuxième couche dimanche prochain parce qu'on a un gouvernement de malentendants. Et donc il faut continuer. Une deuxième couche, c'est une jolie expression. Il va falloir, parce que là, ils ont... Une deuxième gifle, vous voulez dire. Ils n'ont pas entendu la première couche, ils n'ont pas vu la première couche, donc on leur passe... Ils n'ont pas senti la première gifle, une seconde. Donc, pour une fois que vous êtes plus sévère que moi, c'est formidable. Donc, mais ce qui comptera pour nous le moment venu, c'est d'être capable de reconstruire et de vivre ces 3 ans avec sérénité, mais avec gravité. La situation du pays est grave. Une toute petite question. Comment est-ce que vous réagissez devant le succès des maires UMP en délicatesse avec la justice, voire qui ont été condamnés et qui ont été réélus dimanche? Écoutez, je ne suis pas surpris parce que la politique, c'est souvent la compétition de l'efficacité. Et c'est plus souvent dans le match moral-efficacité des gens qui affichent l'efficacité qui peut l'emporter. Donc c'est assez décevant pour quelqu'un d'humaniste comme moi qui est attaché à la valeur éthique, mais je note que, mais dans l'histoire je l'ai vu très souvent, que souvent les lecteurs préfèrent quelqu'un d'efficace, dont on sait qu'il donnera des résultats, plutôt que quelqu'un qui est éthiquement parfait, mais qui n'a peut-être pas l'énergie de l'efficacité. Donc ça, c'est un vieux débat de la démocratie. Déjà, Platon nous parlait de cela, et donc il y a c'est très très vieux comme question. Je pense que néanmoins, il nous faut faire en sorte que la valeur de l'éthique soit au premier rang des valeurs politiques. Merci Nadège. Perrine Tarnaud arrive donc maintenant, Jean-Pierre Raffarin, pour évoquer vos ambitions personnelles. On va parler de la présidence du Sénat, des élections régionales, qui sait à nouveau face à Ségolène Royal, Sandra Cerqueira. Il fut l'un des premiers à revendiquer le droit d'inventaire des années Sarkozy. Il a aussi affirmé que l'UMP n'est pas apte à gouverner. Une liberté de parole que Jean-Pierre Raffarin cultive volontairement. C'est quelqu'un qui a une forme de bonhomie et qui en même temps qui a beaucoup de sens politique et qui a un profil très modéré et c'est un homme de rassemblement. Il y a une forme de gourmandise chez lui, à apparaître comme l'éternel empêcheur de penser en rond. Le sénateur n'a pas renoncé à jouer sa partition à l'UMP et se positionne même comme un sage au sein de son parti en mal de leadership. Souvent le Premier ministre, effectivement, est à son apogée, puis quelques années après, il est passé. Jean-Pierre Raffarin, non seulement est un homme actif, et il a un avenir politique, probablement, s'il le souhaite. La seule question que l'on peut se poser, c'est quelle est la volonté de Jean-Pierre Raffarin d'imprimer un rythme et d'avoir une ambition. Alors quel avenir politique pour Jean-Pierre Raffarin? Va-t-il continuer à jouer l'éternel médiateur à droite? Tentera-t-il de rester au centre du jeu dans la perspective de 2017? Ou plus probable, envisage-t-il de récupérer le Poitou-Charentes? L'ancien président de la région ne résisterait pas à l'idée d'affronter Ségolène Royal en 2015. L'UMP doit reconquérir des régions l'année prochaine. Il y a 22 régions, il n'y en a qu'une qui est gérée, et bien gérée par l'UMP. Donc si Jean-Pierre Raffarin peut nous reprendre la présidence de la région Poitou-Charentes, bravo. À moins que Jean-Pierre Raffarin ne rêve toujours de présider le Sénat et de rejouer le duel de 2008 avec Gérard Larcher, qui est déjà candidat en octobre prochain. Une autre bataille au goût de revanche. Alors, on vous voit donc en différents endroits. Vous allez pouvoir nous dire rêve que de bataille où vous-même vous voyez, Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir, Perrine Tarnaud. Bonsoir, Michel. J'espère que mon épouse n'a pas regardé cette émission, parce qu'elle va s'inquiéter de mes ambitions à vous voir. Bon. Ah bon? On la salue. Alors d'abord sur le Sénat, où les appétits de la droite s'aiguisent après ce premier tour des élections municipales, parce qu'on peut rappeler quand même que les grands électeurs des sénateurs, ce sont les maires et les élus municipaux. Vous y croyez au basculement du Sénat à droite en 2014? Disons que je suis sûr de la victoire en 2017. 2014 2017, nous gagnerons, parce que la génération de ces municipales va faire 2 générations de sénateurs. Donc 2017, c'est gagné. Maintenant, déjà qu'il y a le résultat du premier tour. 2014, ça reste incertain, on verra dimanche.
ça reste incertain puisque les socialistes... Mais ça redevient possible alors que vous étiez plus négatif il y a quelques semaines encore. Écoutez, il faut attendre un certain nombre de grandes villes par exemple, si on gagne Brive, on change les choses. Si on gagne Angoulême, on change les choses. Donc ce sont des départements pour lesquels, qui sont renouvelables et pour lesquels on n'avait pas d'espoir très fort et que maintenant on peut avoir des espoirs. Donc on verra. Ce qu'il faudra le moment venu, c'est qu'on ait une stratégie au fond pour sauver le Sénat, pour rénover le Sénat, pour changer le Sénat. Sauver le Sénat. Mais bien sûr, on voit bien que le Sénat est en cause aujourd'hui. Le gouvernement le marginalise. On a le sentiment qu'il y a une forme d'absence. Surtout au Sénat mais oui, mais ça, c'est pas notre fait. C'est parce qu'il y a eu un partage du pouvoir qui n'a pas correspondu à un partage du projet. Et donc, un certain nombre de groupes politiques, les écologistes, les communistes, ont participé au partage du pouvoir, mais que le moment venu, quand il y a un texte à voter, ils ne le votent pas. Donc, partage du pouvoir sans partage du projet, il y a le clash, et au fond, il y a cette forme d'impuissance. Et au fond, les socialistes n'ont jamais eu pour le Sénat une considération extrêmement puissante. On se souvient des déclarations de M. Jospin. Donc on a besoin d'un bicamérisme en France, on a besoin d'avoir une assemblée qui soit une assemblée d'une intelligence tempérée, d'une assemblée qui puisse modérer un peu l'Assemblée nationale, mais qui puisse en même temps penser à long terme. On a besoin d'un nouvel élan pour le Sénat. Et donc le moment venu, il va falloir travailler sur ce projet. Il ne s'agit pas de prendre la place des socialistes, il s'agit vraiment d'avoir une autre vision, une autre ambition, une autre force pour le Sénat. On sent que ça vous tient à cœur et que vous avez envie de porter ce projet, Jean-Pierre Raffarin. Je souhaite qu'il soit porté. Gérard Larcher s'est déjà lancé dans cette campagne. S'il y a quelqu'un de meilleur que moi pour porter ce projet, qu'il le porte. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il soit porté. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait une ambition, qu'il y ait une force. Et je pense qu'on ne peut pas refaire le Sénat du passé. Il faut aujourd'hui un nouveau Sénat avec une nouvelle ambition. Donc on verra donc avec une personnalité qui n'a jamais présidé le Sénat, par exemple. On verra bien, c'est au sénateur. Moi, je ne suis pas candidat en tant que tel. J'ai été candidat une fois, je pensais que ça faisait partie. Et donc ça, mais moi, c'est une affaire qui est derrière moi maintenant. Je regarde toujours devant. Donc si je peux servir à quelque chose, je le ferai. Mais je ne suis pas dans cette logique-là. Très franchement, mon sentiment, quand on a été Premier ministre, on est dans un état d'esprit qui est un état désintéressé, au fond. Moi, j'aime la France. J'aime mieux la France que la politique. Donc ce qui compte pour moi, c'est qu'on ait des institutions fortes. Ce qui compte pour moi, c'est qu'on travaille les questions de fond, comme le chômage, comme l'immigration, comme la fiscalité. Non, mais pour être très clair, vous ne l'excluez pas quand même d'être candidat. Je ne l'exclus pas, voilà, c'est clair. Mais quand je me rase le matin, je ne pense pas à ça. D'accord, voilà, donc très bien. On verra. D'autres ambitions alors. Voilà. Mais en tout cas, il y a un poste qui se libère à la tête du Sénat, puisque Jean-Pierre Bel a annoncé qu'il ne serait pas candidat au renouvellement de son mandat. Vous avez été surpris par son retrait ? J'étais surpris. C'est quelqu'un pour qui j'ai de l'estime. J'étais surpris, je ne m'attendais pas à cette décision. Comment vous l'interprétez ? Je ne sais pas. C'est peut-être personnel, c'est peut-être lié à la situation de son groupe politique, peut-être des concurrences internes, je n'en sais rien. En tout cas, je ne peux pas dire que c'était un président qui était ou désagréable ou insuffisant. Il a été un président du Sénat que je respecte et que j'ai respecté, donc je n'ai pas, je ferai autrement que lui. Mais il est, je crois, très important dans cette maison de savoir juger aussi les personnes avec leurs vraies qualités, et la sienne est existante. Votre avenir aussi peut-être dans la région Poitou-Charentes, est-ce que vous confirmez que vous aimeriez bien affronter Ségolène Royal aux élections régionales de 2015 ? Là aussi, pour être très franc, c'est pas mon ambition. Tout le monde me prête ça. Pourquoi ? Parce que j'ai dit, je répète, que je pense que nous allons gagner massivement les régionales. C'est une de mes déceptions un peu historiques. La région n'est pas un mandat d'enracinement. On a eu 5 élections. Alain Marleix, vous seriez peut-être le mieux placé pour mais en 92, en 98, en 86, 92, 98, la gauche est au pouvoir et la droite gagne massivement avec ces 3 élections. 2004-2010, la droite est au pouvoir, la gauche gagne massivement. On peut d'ores et déjà annoncer une victoire massive de l'opposition aux élections régionales. Ce n'est pas un mandat d'enracinement, ce sont des midterms. Et elles basculent un peu toutes de la même façon. Donc, quelle que soit la personnalité. Et d'une certaine manière, plus la personnalité est une personnalité
exposé, connu, plus la sanction est forte. Surtout si Ségolène Royal rentre au gouvernement. D'ailleurs, elle ne sera peut-être pas candidate au régional, puisqu'elle serait amenée à occuper un grand ministère, si on en croit les dernières rumeurs sur le remaniement. Quand je vois l'état du gouvernement actuellement, je pense que et son intuition, d'une part, et son énergie, d'autre part, ne pourrait qu'être utile. Donc elle peut être une des solutions pour relancer ce gouvernement? C'est peut-être, en tout cas, elle ne manque pas de qualité. Pour cela, en tout cas, par rapport aux défauts que l'on peut constater, elle aurait des qualités complémentaires. Alors vous annoncez la victoire de l'opposition au sénatorial, au régional. Vous avez juste un doute pour 2017, si je comprends bien. Bien sûr, hein, bien sûr, parce que de toute façon, regardons les choses historiquement, c'est grosso modo du 48-52. Les institutions sont très très fortes dans la Ve République. Moi je me souviens quand Jacques Chirac perd la dissolution, tout le monde le dit, Jacques Chirac est fini. Moi, je dis, méfiez-vous, le président de la République en France n'est jamais fini. Et soyons très attentifs à ça. La fonction, la Ve République, elle donne au président une force institutionnelle très puissante. Donc un président peut toujours, à un moment ou à un autre, rebondir. Notre président actuel est en situation d'extrême faiblesse, une impopularité massive. Ça ne veut pas dire que d'ici 3 ans, une nouvelle donne, une situation internationale, compte tenu de l'état de gravité de la société française, il peut se passer des soubresauts violents, brutaux, je le crains. Je suis très inquiet sur la situation du pays et donc je ne sais pas quelle serait la situation à l'issue d'un certain nombre d'événements dans notre pays. Donc je suis d'une extrême prudence et ce que je sais, c'est que la fonction institutionnelle n'est pas une fonction légère. On va revenir à cette semaine avec la visite en France du président chinois, une visite très protocolaire, fastueuse, destinée que finalement la relation franco-chinoise va bien, va mieux que lors du précédent quinquennat où ça avait été un peu difficile parfois avec Nicolas Sarkozy. Les 2 dernières années du quinquennat de Sarkozy, les relations étaient stabilisées. Il y a eu une période en 2008 difficile à l'occasion des Jeux Olympiques, mais par la suite, et notamment pour la préparation du G20, la relation entre Hu Jintao et Nicolas Sarkozy était une relation de confiance et ils s'étaient l'un et l'autre apprivoisés. Le voyage de François Hollande a plutôt été un succès en Chine et celui de Jean-Marc Ayrault également. Donc, alors qu'on disait que le président français ne connaissait pas du tout la Chine, c'était son premier voyage. Absolument. Ouais. Et donc là, il a fait beaucoup d'efforts pour s'installer dans le paysage institutionnel. Le Premier ministre y est allé plusieurs jours, a signé un certain nombre de partenariats. Donc ils ont fait des efforts pour bien montrer une bonne volonté française. Et donc le président chinois rend, je dirais, la politesse avec cette visite d'État. Je crois que, vous savez, il y avait plus d'une centaine de contrats qui étaient en préparation, donc il a fallu en sélectionner un certain nombre pour les signer de manière publique. Il y a une vraie coopération qui se fait. Je pense que la relation entre la Chine et la France est de bonne qualité. Je pense qu'elle est stabilisée aujourd'hui et donc qu'on peut avoir confiance dans ce lien-là. On sent que là, effectivement, la France ne veut pas froisser les Chinois au point de déserter totalement la question des droits de l'homme. Je ne suis pas sûr qu'elle soit désertée. Elle n'est pas politiquement utilisée, mais elle n'est pas forcément désertée. Elle va être abordée pendant cette visite du président chinois? Elle est en général toujours abordée. Mais naturellement, ce que souhaitent les Chinois, c'est qu'on les prévienne, qu'on parle avec eux et qu'on n'en fasse pas une exploitation politique. Ils ne souhaitent pas qu'on donne à l'occidental des leçons occidentales à travers des médias occidentaux. Donc ils veulent qu'on respecte un peu leur diversité culturelle, disent-ils. Et donc, mais quand on est face à eux, on a des discussions approfondies. J'ai vu des listes de dissidents qui étaient transmises aux dirigeants chinois dans le passé. Il y a un certain nombre de choses qui se font. Je suis sûr que la diplomatie française continue dans cette voie. Mais est-ce qu'on ne nous a pas fait croire que la prospérité économique allait favoriser la liberté d'expression, par exemple, en Chine? Ce qui n'est pas le cas du tout, vous le savez aujourd'hui. Il faut nuancer tout ça, parce que si vous regardez bien Twitter, enfin le Weibo, moi j'ai un compte Weibo en Chine, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'expressions, il y a plusieurs centaines de millions de gens qui sont sur Weibo, et certes il y a des messages qui sont effacés, mais les Chinois sont très créatifs pour détourner les procédures, et je pense que la société civile chinoise est en marche, elle bouge, et la jeunesse chinoise, vous savez, Twitter est interdit, mais je reçois sur Weibo des gens qui me félicitent pour des messages sur Twitter. Ça veut dire que Twitter est interdit, mais qui trouvent le moyen souvent d'écouter Twitter. Donc je pense que la société civile est très active et qu'elle s'exprime plus librement qu'on ne le dit. Au fond, la liberté est totale si on ne fait pas de politique. C'est ça la règle. Hein. Donc dès qu'on touche à la politique, il y a là un certain nombre de risques, mais sur le fond des choses, c'est une société qui peut s'exprimer de manière très libre sur bien des sujets. Voilà pour cette visite d'État du président chinois, Xi Jinping, je ne sais pas si je prononce bien. Hein, c'est très bien, en tout cas, c'est pas à moi de donner des leçons. Il aurait dit à Poutine, vous et moi, nous avons des caractères très semblables. Ça fait un peu peur quand même. Bon,
Il faut se méfier parce que si ça a été traduit en russe ou en chinois, on va venir en français. Ça a été prononcé à Moscou. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait vrai, dans la mesure où le président Xi Jinping a beaucoup de rondeur, a de l'empirisme, a beaucoup de pragmatisme et qu'il a une communication non verbale assez forte, alors que M. Poutine est assez glacial, avec des yeux au laser. Donc c'est deux formes de personnalité qui me paraissent quand même différentes. Il y a un côté un peu plus latin chez Xi Jinping, avec les mains, avec la communication. On termine par un peu de morphopsychologie, ça compte aussi en politique, Jean-Pierre Raffarin. Absolument, mais en tout cas, je lui souhaite la bienvenue en France. Merci, merci. Vous allez suivre cette visite d'État de très près. Vous y êtes même associé, bien sûr, Jean-Pierre Raffarin. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Demain, donc, à Périne, nous accueillons Alain Vidalis, donc le ministre chargé des relations avec le Parlement. À demain, à très vite.